Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la rentrée F1 traditionnellement sur le circuit de Spa, Grand Prix de Belgique 2022. Et pour débriefer cette course avec moi, Pierre Mestet, salut Pierre. Salut Clémence, salut à vous tous et je vous souhaite une très belle rentrée. Et pour commencer déjà, retenons une des informations de ce week-end, c'est que le Grand Prix de Belgique sera là en 2023. Alors pourquoi est-ce que ça a mis aussi en temps? Puisque tout simplement la F1 attendait le dénouement avec Calami pour Afrique du Sud, ça ne se fera pas pour 2023, donc la Belgique gagne un an. Cela dit, elle reste en danger pour 2024, elle a été juste prolongée d'un an, lorsque la tendance aujourd'hui c'est de prolonger les circuits pour 5 à 10 ans. On a vu certains circuits comme le Hungaroring ou le Qatar prolonger 10 ans. Donc la Belgique n'est pas du tout sauvée, mais gagne un an en attendant de refaire un dossier, en attendant de voir l'état de la candidature sud-africaine et l'état des conditions sanitaires en Chine aussi, c'est très important. Donc on gagne un an de Belgique. Mon cher Pierre, je pense que tu es aussi content que moi. C'est un sursis pour Spa. Après, c'est comment dire, une disparition du calendrier de Spa aujourd'hui, ça paraît quand même un petit peu compliqué, quoi. On est quand même sur un circuit qui est quand même assez costaud. On est sur un circuit du même acabit que Monaco en termes de prestige, voire même Silverstone. C'est enlever Spa pour qui a mis une autre destination. Aux États-Unis ou tout simplement le retour de la Chine. Bon, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait dérangé dans la mesure où en plus l'Automobile Club belge a quand même investi énormément d'argent, notamment l'année dernière. Il y a eu énormément de travaux faits cet hiver, notamment avec la pose de bacs à gravier à différents endroits, à la chicane du bus stop, à l'épingle de la source. Il y a également la construction de la nouvelle tribune en haut de l'eau rouge, plus 2-3 aménagements. On rappelle que Spa a également accueilli, il me semble, c'est l'endurance moto. Absolument. Spa accueille les championnats d'endurance auto-moto, les 24 heures de Spa. Enfin, Spa accueille beaucoup de choses. Et Spa, d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, c'est le 4e circuit le plus utilisé de l'histoire de la F1, derrière Monza, Monaco et Silverstone. Donc c'est quand même quelque chose de très précieux et loin devant le reste. Après, c'est le Nürburgring et Montréal, mais quasiment plus de 10 éditions derrière. Donc c'est vraiment un circuit historique de la F1. Mais bon, ça, il faudrait des heures pour s'y pencher. Qu'est-ce que l'histoire finalement? Est-ce qu'on renouvellerait pas l'histoire? Bref, un énorme sujet sur lequel on va pas se pencher aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce Grand Prix de Belgique 2022. Et soyons chauvins, mon cher Pierre, je te propose de commencer par ce qui concerne la France, c'est-à-dire Alpine et Pierre Gasly. Nous sommes bronzés, monsieur, nous sommes bronzés. Donc, alors... Alpine au centre de l'attention, notamment cet été. On en avait parlé sur la vidéo à propos de Zak Brown et des différents contrats signés à droite et à gauche avec le Piastri Gate. Si vous n'avez pas vu la vidéo, écoutez, on vous invite à la regarder. Elle est toujours sur la chaîne, absolument. Elle est toujours sur la chaîne et puis ça peut peut-être permettre de comprendre un petit peu les issues, on va dire, notamment sur ce qui se passe avec Ricciardo d'un côté, ce qui devrait se passer avec Piastri. Donc bon, allez-y, ça peut être sympa. Rentrée des classes, l'Alpine elle marchait plutôt bien sur le toboggan des Ardennes. On a vu déjà en qualif un Alonso très fort, P3 après la pénalité de Verstappen. Il a pris un départ façon boulet de canon comme d'habitude. Il était deuxième. Au bout de la ligne droite de Kemmel, il se fait attaquer par Hamilton à l'extérieur. Il sort un tout petit peu de la trajectoire, Alonso, et il va aller chercher le vibreur à l'intérieur, mais sa voiture elle bouge pas d'un poil. Seul problème, c'est que Hamilton a voulu serrer un petit peu trop la corde, boum, ça se touche. La Mercedes est KO. Moi j'ai cru que pour Alonso ça risquait d'être très très compliqué. Il y avait au moins la suspension avant qui était peut-être pliée. Pas du tout, donc preuve que la voiture est quand même assez solide.
Et puis derrière, il a déroulé, il termine P5. Alors peut-être qu'il espérait un petit peu mieux. Pour moi, l'Alpine n'avait pas le rythme nécessaire pour faire mieux. Et puis masterclass d'Ocon, c'est-à-dire Ocon part 16e si je ne m'abuse. Il y avait eu plusieurs trucs. Il avait changé des éléments au niveau du groupe propulseur. Il part, départ, il remonte tranquillement. Et puis le moment d'apothéose pendant le Grand Prix. Il se retrouve à 3 à se faire la courette. On est au tour 33-34. Gasly lance une première attaque sur Vettel qui est un petit peu à l'agonie au niveau de ses pneus. Ils arrivent les uns derrière les autres tout en haut du raidillon. Gasly DRS, Ocon DRS, et ça nous fait un dépassement à 3 dans Kemmel. Ocon passe les deux, magnifique. Petit clin d'œil au passage, on avait eu un dépassement similaire. Alors c'était pas pour la 7ème place, c'était pour la première. Il y a de ça 22 ans entre Schumacher et Hakkinen, et il y avait un certain Ricardo Zonta en plein milieu. Et à l'époque il n'y avait pas de DRS, donc ce genre de dépassement fallait quand même être un sacré loustic pour y aller, mais après ça n'enlève rien. Et c'est pas le seul double dépassement qu'a fait Esteban Ocon, puisqu'il en a fait un au bus stop quelques tours avant. Et justement, enfin, tu parlais d'Ocon, tu parlais d'Alonso. Les Alpines se sont montrées très performantes jusqu'à arriver à faire P5 et P7. Ça aurait pu faire P5 et P6 pour quelques dixièmes. On a vu une écurie alpine qui continue son développement, qui ne s'essouffle pas et qui finalement par rapport aux autres écuries arrive à garder un rythme assez soutenu de nouvelles pièces, de nouvelles évos. Quand on voit où sont McLaren qui est leur poursuivant et où sont Mercedes qui est l'écurie qui les devance, finalement il y a quelques courses on se disait que la bataille ça allait être pour la P4 entre McLaren et Alpine. Est-ce qu'aujourd'hui Alpine se replace pas beaucoup plus haut dans la hiérarchie jusqu'à pouvoir peut-être jouer en fin de seconde partie de saison des podiums à la régulière si cette voiture continue à évoluer dans ce sens là? Après il y a quelque chose qu'on doit garder à l'esprit si on est sur une saison encore de découverte, et on s'est aperçu que des voitures très performantes sur un tracé ne l'étaient pas forcément sur le tracé d'après. C'est pas faux. Là tu prenais l'exemple de l'Alpine. L'Alpine elle a pas non plus été ultra homogène, c'est-à-dire il y a des week-ends on les a absolument pas vus. A contrario, je prends par exemple le premier meeting à Bahreïn, McLaren fond du trou, on les a pas vus, et puis 2-3 courses après, hop, ça a commencé à ramener du point, notamment avec Norris. Donc, ils ont ramené des évos, ça a très bien fonctionné. Est-ce que ces évos peuvent fonctionner? Je ne sais pas, moi par exemple sur Zandvoort, qui a quand même une config un petit peu différente, pas sûr. Par contre, au niveau configuration, ils ont une voiture, ils ont une très belle carte à jouer, je pense à Monza. Et pour continuer sur le sujet des Français, Pierre Gasly, lui, a fait une superbe remontée, puisqu'il partait des stands. On en a parlé lors de ce dépassement avec Ocon. Pierre Gasly qui se remet dans le sens de la marche, là où son coéquipier Yuki Tsunoda a été bloqué dans ce fameux train DRS. Pierre Gasly qui, après plusieurs courses hors des points, il n'avait pas marqué de points depuis l'Azerbaïdjan, quand même, ça fait un moment, revient lors de cette deuxième partie de saison avec des points directement et avec surtout une solide performance. Il a été fort dans le trafic, il a été fort lorsqu'il était seul. Finalement, il a fait un week-end très très solide, Pierre Gasly. Solide week-end de Gasly, ça fait du bien déjà de le revoir dans les points, première chose. Je pense que pour le moral aussi, ça compte. Faut pas, pour moi, il a une monoplace qui est très capricieuse. Et pareil, je veux dire, c'est sur certains tracés, il y a rien à faire. Sur d'autres, il y a peut-être un petit truc à jouer. Il s'est pas laissé piéger par le train DRS emmené par Albon. Ocon non plus d'ailleurs, je me permets de l'ajouter, et c'est là où ils ont été très forts. À l'inverse, Tsunoda, on l'a pas vu en position de dépasser, ou alors il se battait avec une Alpha ou un truc comme ça, mais il était pris dans le train et il n'y avait pas le petit plus que peuvent offrir d'autres monoplaces. Donc pour moi, bien.
Et puis on espère que ça va continuer, que cette AlphaTauri d'ici la fin de l'année, elle va continuer à être bien, et surtout celle de Pierrot. Absolument. Et puis dans ces pilotes qui ont réussi une solide course, il y a les deux personnes qui ont été avec lui dans les points, Sébastien Vettel qui était juste devant lui et Alex Albon qui est juste derrière lui. Albon qui, c'est une habitude à Spa, hein. Albon à Spa, c'est souvent des très bonnes performances. Il marque des points pour la 3e fois de la saison. Il fait encore une course où finalement il est très à son avantage, là où Nicolas Latifi est vraiment, vraiment derrière et largué, parce qu'il retrouvait derrière des pilotes qui étaient dans les stratégies décalées. Et du côté de Sébastien Vettel, ça fait 2 courses de suite dans les points. Il recommence la deuxième partie de saison comme il a fini la première. Et sur cette course-là, attention, c'est Spa, l'écurie qui s'appelait avant Force India, puis Racing Point, a toujours été performante à Spa. Donc voir Sébastien Vettel 8e et Lance Stroll être à la porte des points en 11e position, c'est pas vraiment une surprise, on s'attendait à ce qu'il soit très fort. C'est plutôt sur la suite qu'on verra pour eux, on est d'accord. Oui, ça là-dessus, il n'y a pas de, il y a aucun problème. Après, en termes de performance pure, c'est encore un peu compliqué, hein. C'est-à-dire, au moment des qualifications, Vettel sort en Q1, Stroll est sorti en Q2. Donc, ils sont remontés au jeu des pénalités sur la grille. Mais c'est tout, en fait. Et en course, par contre, c'était un peu mieux. Donc, c'est un peu à l'image de ce qui peut se passer, par exemple, chez Mercedes, où qualif pas top, et puis le dimanche, on récupère un petit peu de rythme. Alors en parlant de tu parlais de ceux qui ont bénéficié des pénalités sur la grille, parlons d'un de ceux qui a été pénalisé, Charles Leclerc, qui partait donc 15e sur la grille, et qui a dû entamer une folle remontée bloquée dès le 2e tour par un tir-off laissé par Max Verstappen. Max Verstappen qui était d'ailleurs désolé de ça, et qui a plusieurs fois révélé que quand il était dans le trafic, c'était sa hantise d'en prendre un dans les écopes de frein, et qu'il avait tout fait pour éviter d'en mettre un sur quelqu'un, mais bon, c'est tombé sur son rival au championnat. Et finalement, une course assez compliquée de Charles Leclerc. Et alors il y a eu ce qui s'est passé dans ces derniers tours, avec cette rentrée au stand laborieuse pour essayer d'aller chercher le point du meilleur tour, l'undercut mal calculé par rapport à Fernando Alonso, du coup on se retrouve juste derrière. En plus, Charles Leclerc qui fait une erreur et qui dépasse la limitation de vitesse dans les stands. Tu parlais en off de ce qui s'est passé avec Carlos Sainz aussi, qui savait pas exactement son delta par rapport à George Russell. Où est-ce qu'on en est dans la Scuderia Ferrari, puisque d'habitude on tapait beaucoup plus sur l'équipe que sur les pilotes. Là, ce week-end, tout le monde avait l'air très distrait par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Non, je dirais pas distrait, moi je dirais confus, voire perdu. Et peut-être plus perdu, ouais. Tu as raison. Et ce qui fait mal, et enfin je reste en admiration devant Leclerc, c'est, je revois hier son interview sur Canal+. Il y a l'interview où on lui demande, bon Charles, la course, comment ça s'est passé, tout ça. Boum, deuxième question, par rapport à la pénalité de 5 secondes, vous venez de me la prendre. C'est un peu dérangeant là quand même. Enfin, je veux dire, ça veut dire, alors l'info elle est sortie un petit peu tardivement, mais quand même, enfin je veux dire, apprendre ça de la part d'une journaliste et pas de son propre team, waouh. Et c'est surtout que Binotto, les déclarations sont à mourir de rire, quoi. Il maintient dur comme fer que arrêter Leclerc au tour 43, c'était de la bonne stratégie, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, il est reparti, il a bataillé avec Alonso, donc il a, au niveau des gommes, je pense qu'il a vraiment tapé dedans. Et déjà, il faudrait savoir, est-ce qu'on lui a mis des softs neufs, ou est-ce que c'était des neufs usés? Moi, j'ai pas la réponse. Faudrait regarder par rapport aux pneus alloués. Mais voilà, enfin, je veux dire, ça n'a pas fonctionné. On a ça. Sainz, il n'y a pas de rythme. Bon, il partait en tête. Il a fait un très bon départ. Mais dès qu'il y a eu Verstappen, il s'est fait littéralement bouffer. Et puis, il s'est fait bouffer par Pérez. Et puis, à un moment donné, le petit Carlos, il prend sa radio, il commence à dire « Bon, les gars, on est au tour 30, si je m'arrête de nouveau, qu'est-ce qui se passe ?» Tu termines derrière Russell.
Donc je suis un petit peu étonné. Soit il n'a pas consulté son volant ou un truc comme ça. Mais c'est bizarre de poser une question comme ça. Donc distrait, ouais, mais en même temps perdu. On a l'impression qu'ils ont tellement peur de mal faire que du coup tout est discuté. Tu me parlais en off de l'ingénieur de Leclerc. C'est ce que j'allais te dire. L'ingénieur de Leclerc, il a peur à chaque fois qu'il lui parle. À chaque fois qu'il pose une question, il dit est-ce que c'est OK pour toi ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Enfin, c'est jamais clair et précis. Tu peux demander l'avis d'un pilote, mais tu le fais d'une façon à avoir une réponse claire en lui mettant deux choses sur la table. Soit c'est ça, soit c'est ça. Qu'est-ce que tu préfères ? OK. Là, c'est toujours des tournures de phrases. Genre, on pense faire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est-à-dire, c'est même pas on a décidé, voici deux options. Tu choisis A ou B, on part dessus. C'est peut-être qu'on va tenter ça. Et tu vois, ce qui est terrible, c'est que lors de la dernière course, ils font une erreur. Ils font deux erreurs. La première, c'est qu'ils mettent la même stratégie sur les deux pilotes. Et la deuxième, c'est qu'ils mettent les pneus durs, qui sont pas bons. Là, sur ce Grand Prix-là, on n'est plus du tout sur le même circuit. C'est pas le Hungaroring, c'est Spa. C'est pas les mêmes composants. Entre les durs de Spa, qui sont les C5 ou les C1, pardon, et les durs du Hungaroring, qui sont les C3, c'est pas les mêmes pneus. Mais tu prends pas le risque de mettre des pneus hard à Leclerc au départ parce que tu dis on va encore faire une course avec les hard, on va pas être bon. C'est pas le même circuit, c'est pas les mêmes pneus, c'est pas grave, retente-le. Sinon tu vas faire quoi ? Tu vas plus jamais mettre les hard jusqu'à la fin de la saison parce que tu as eu un traumatisme avec les hard. C'est ça aussi, c'est dommage. Et les températures étaient différentes en plus. Absolument, t'as tout qui est différent, donc retente-le. Et bon, sur ce coup-ci, ils ont tenté deux stratégies différentes lors du deuxième arrêt. L'un est parti en hard, l'autre est parti en médium, mais pourquoi est-ce que tu le retentes pas ? Charles Leclerc, il va pas t'en vouloir de le retenter, c'est pas le même circuit, c'est pas les mêmes conditions climatiques, c'est pas les mêmes composants pneumatiques. Donc tu peux le retenter, mais t'as l'impression que ils ont tout le temps peur. Et très sincèrement, tu peux avoir la meilleure voiture du monde. Si t'as peur à chaque course des décisions que tu vas faire, tu pourras jamais gagner un titre. Et c'est surtout, je compare par rapport à d'autres disciplines. Alors j'ai un regard un peu plus lointain sur l'IndyCar, mais je fais une petite aparté avec la NASCAR. T'as aucun pilote où on lui dit écoute, on pense faire ça, qu'est-ce que t'en penses ? Non. Vous commencez à faire ça avec des kite-bush ou des trucs comme ça, le gars il hurle dans la radio. Ça existe dans aucun championnat du monde. En championnat du monde de touring car, en championnat du monde d'endurance, ça n'existe pas. Dans les autres écuries de F1, ça n'existe pas, ça. Non. Encore une fois, tu peux laisser le choix au pilote, mais tu lui donnes deux choix fermes et tu dis choisis A ou B. Je te donne les conséquences de A, les conséquences de B, les bénéfices de A, les bénéfices de B. C'est ça. Sur quoi tu veux partir, toi qui es dans la voiture et qui sent la course. Ce que d'autres écuries font avec des pilotes, quand les conditions climatiques ou les courses commencent à être du grand n'importe quoi, on sait la faculté qu'ont un Ricciardo ou un Stroll dans ces courses-là. L'écurie leur donne plusieurs choix, ils sont sur la piste, ils choisissent. Ça c'est clair. C'est pas la même chose qu'on hésite, on sait pas trop, ça met pas du tout le pilote en confiance. Et je terminerai là-dessus, c'est à se demander grosso modo sur qu'est-ce qui se passe sur l'exploitation des données du vendredi, du samedi matin. Absolument. Et concrètement, au niveau des briefings, mais qu'est-ce qu'ils se disent ? Je veux dire, sur ces temps de réunion où justement tu élabores les stratégies, etc., le gars quand il monte dans sa voiture et le gars sur le muret des stands, ils ont chacun leur déroulé, ils savent exactement ce qui va se passer, normalement. Tu as plusieurs scénarios, mais à aucun moment dans ton scénario tu dis à ton pilote en fait on a pensé à ça, ça fait grosso modo on n'y a pas pensé du tout pendant le briefing, écoute, on a ça, qu'est-ce que t'en penses? Gars, c'est pas en étant à 300 km/h qu'il faut prendre une décision, c'est bien avant. Et en fait ça me fait penser à ce qui se passait en dernier avec Mazepin où les gens à la radio avaient peur de lui parler, mais parce qu'il était complètement terrible dans l'équipe et qu'il avait un niveau de performance très pauvre et que c'est lui qui apportait l'argent. Mais là, du coup, on n'est pas du tout dans la même situation, donc tu peux pas comprendre ce genre de choses. Bref, on verra sur les prochaines courses. On va voir en Italie dans 2 semaines. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait peur quand t'entends ça. Et puis surtout qu'à côté de ça, tu as une écurie qui déroule son plan sans accroc. Une écurie qui, au début de la saison, était au même niveau que Ferrari, et puis finalement, qui aujourd'hui se retrouve dans une position très facile pour gagner les 2 championnats du monde. C'est Red Bull avec Max Verstappen. Et je vais te poser une question très simple. Est-ce qu'on va vivre 2013 ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vivre une deuxième partie de saison où Max Verstappen gagne toutes les courses de Spa à Abu Dhabi ? Si vous êtes joueur, je vous invite à prendre les paris avec moi. On sait que le record de victoire dans une saison, c'est 13.
Verstappen, il est déjà à 9. Et il reste 8 meetings. Bon, même s'il y a peut-être quelques circuits où peut-être la Red Bull sera peut-être en deçà, moi je pense qu'il peut tout à fait faire comme un Schumacher, comme un Vettel, voire mieux. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire tu prends des années comme 2004 et 2013, des Schumacher et des Vettel, ils partaient devant, ils terminaient devant. Là, ça fait 2 grands prix quand même, où Verstappen, il nous fait des sacrées remontées. Il a fait P10 P1 et P14 P1. P14 P1. Alors, bon, concrètement, il avait un rouleau compresseur, le gars, ce week-end. Mais justement, il a la meilleure voiture et on a établi depuis très longtemps que les 2 seuls mecs qui peuvent le rejoindre en termes de talent, c'est Hamilton et Alonso, en termes de talent pur. C'est les 2 seuls. Et lui, il a un rouleau compresseur et quasiment personne à son niveau. C'est ça. Bah, non. Pour moi, déjà sur ce Grand Prix, masterclass, parce que grosso modo, il prend vraiment la tête avant la mi-course. Ça montre un peu le rythme du carton. Et puis après, il déroule, il gère, il s'excite pas. C'est là où on voit en plus qu'il a quand même vachement mûri par rapport à l'année dernière. Et alors, bon, il y a juste ce truc un peu agaçant à la radio où, bon, il fait un peu passer les autres pour des idiots. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Style, c'était un peu trop facile. Ouais, bon, ok, mais bon. À part ça, moi, je prends les paris avec vous. Je pense qu'au minimum, il est capable d'égaler les 13 victoires historiques dans une saison. Je mets une pièce en plus sur le fait qu'il est capable de faire mieux. Moi, je te le dis, là, je regarde tous les Grands Prix et très sincèrement, j'en vois pas un qui peut pas gagner. Et donc, je te réponds, moi je pense qu'il est tout à fait capable, sauf panne ou accident, de gagner toutes les courses. Pour moi, il en est tout à fait capable. Je te rejoins là-dessus. Pour moi, ça sera. Enfin, je vois pas comment est-ce qu'on peut l'arrêter. Enfin, il reste 8 grands. Le record de victoire de suite, c'est Vettel qui l'a avec 9. Mais il avait commencé du coup après la pause. Il n'avait pas gagné les dernières courses avant la pause. Là, il a déjà gagné les 2 courses avant la pause. Donc il peut en faire 11. Et il peut tout à fait en faire 11 de suite. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Les 2 seuls Grands Prix sur lesquels je vais avoir un micro-doute, c'est l'Italie, parce que jeu de l'aspiration. Et donc, tu peux te retrouver Enfin, s'il se retrouve pas forcément premier sur la grille, avec le train de DRS, il peut avoir du mal à remonter. Et Brésil, parce que c'est la course où je vois peut-être le plus d'intempéries. Et c'est 2 courses où il y a des courses sprint en plus. C'est ça. Mais en dehors de ça, les autres meetings, il peut rouler dessus. Absolument. Donc, ça sera à voir, mais ça peut être une saison qui peut être très vite réglée. Et pour ceux qui suivaient la F1 en 2013 comme nous, sachez que c'est pas très fun. Que vous soyez supporter de Verstappen ou non, au bout d'un moment, c'est plus très fun du tout. Non, là de toute façon, il y a quand même 100 points, donc 100 points, ça fait 4 grands prix d'avance. Je vois pas Leclerc remonter comme ça m'étonnerait. Red Bull a bien la main mise au niveau constructeur, donc ça, à mon avis, ça bougera pas. Bon, on va le dire, on s'avance un peu, mais je pense que le championnat est quand même plié facile à 99%. Et oui, je te rejoins, c'est-à-dire des années avec des grosses dominations comme ça, où le gars, soit il signe la pole, soit il part un peu plus loin, mais tu sais qu'il y a un rouleau compresseur qui met 1 seconde 5 à tout le monde. Je pense que là, c'est agaçant, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, ils ont bien joué le jeu chez Red Bull, ils ont une très très bonne voiture. C'est pas très gentil, mais c'est aux autres de se mettre au niveau, quoi. Voilà. Pour terminer, d'ailleurs non, terminons cette émission là-dessus. Je vois pas ce qu'il y a à rajouter. Là-dessus. On verra ce qui se passera durant la fin de saison, mais ça semble être une domination de Max Verstappen et un 2e titre facile qui s'annonce. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que Max Verstappen peut remporter les 8 derniers Grands Prix de la saison, et sinon, lesquels peuvent lui échapper, parce que peut-être qu'on n'a pas vu, mais peut-être qu'un Singapour ou un Japon
peut revenir à telle ou telle écurie. Abonnez-vous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait sur McLaren, même si elle n'est déjà plus d'actualité malheureusement, puisque d'autres signatures sont arrivées, dont de pilotes qu'on n'avait pas cités dans le roster McLaren. Formidable, ça c'est Zak Brown, toujours des nouveaux coups. Pierre, je te remercie pour cette émission. Bah merci Clément, à toi. Juste une chose, question bonus. Si vous êtes fort en estimation, vous pouvez aussi nous dire à partir de quel Grand Prix vous pensez que Max Verstappen sera définitivement champion du monde. Moi je te dis Mexique. Bon, bah écoute, allez, moi je joue le jeu, je vais dire, t'as dit le Mexique? Ouais. Bon, allez, moi je dis aux États-Unis. Très bien, les paris sont tenus, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Passez une excellente journée, une excellente soirée si vous nous écoutez en soirée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission 2021. Salut! Très belle soirée, salut!